L'histoire que je vais raconter débute en 1942 à l'automne. C'est la guerre. Elle est entrée dans sa phase la plus amère. Je viens d'être agrégé. J'enseigne dans un lycée de province l'histoire et la géographie à des jeunes gens. Mon intention ferme est de ne pas en rester là et j'ai décidé de préparer une thèse de doctorat. Par ambition, la thèse en ce temps donne accès à l'enseignement supérieur. Mais aussi par goût, en effet, j'ai pris du goût pour la recherche. Georges Duby, l'histoire continue. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Je vous propose aujourd'hui de centrer notre chronique autour d'un grand historien du XXe siècle, Georges Duby, un des plus grands spécialistes français du Moyen-Âge. Je voudrais d'abord vous présenter quelques repères biographiques de sa vie. Il est né en 1919. Il est né à Paris. Et il a été agrégé d'histoire à 23 ans en 1942. En 1944, il devient assistant à l'université de Lyon. Et en 1952, il va soutenir une grande thèse sur la société au XIe et XIIe siècle dans la région mâconnaise, c'est-à-dire dans la région de Cluny. Il est par la suite nommé professeur d'histoire médiévale à l'université d'Aix-en-Provence, où il va rester jusqu'en 1970, c'est-à-dire jusqu'à son élection au Collège de France. Suprême récompense, il est élu à l'Académie française en 1987 et il va décéder en 1996 des suites d'un cancer. Voilà donc pour les jalons biographiques. Mais je voudrais surtout insister sur son œuvre. Georges Duby a été fortement influencé par l'historien médiéviste Marc Bloch, mort résistant en 1944, et il avait savouré pleinement le grand livre de Marc Bloch, La société féodale. Il aurait sans doute voulu travailler avec lui, mais le destin de Marc Bloch l'en empêcha. Il est donc allé voir Jean Degnaud, autre grand médiéviste, et qui lui a proposé de travailler sur la région de Mâcon parce qu'on disposait de 6 très gros recueils de cartulaires de l'abbaye de Cluny qui permettaient de suivre sur une longue période les évolutions économiques de l'abbaye au travers de ses propriétés foncières dont elle disposait dans le Mâconnais. Il s'inscrit de ce point de vue-là dans l'école des Annales, très attentif aux questions économiques et sociales et qui, depuis 1929, bénéficie de la publication d'une revue où s'exprime justement autour de Lucien Febvre, puis Marc Bloch et ensuite Fernand Braudel, de grands historiens qui essayent de renouveler les problématiques de l'histoire et les domaines de l'histoire. En cela, travailler sur ces cartulaires aride, dira lui-même Georges Duby, est un renouvellement de la connaissance de l'économie et de la vision sociale qu'avaient les moines clunisiens au XIe et XIIe siècle. Il ne s'intéresse pas tant, effectivement, à la spiritualité, ou pas encore, à la question de l'art clunisien, mais plutôt à l'organisation d'une économie rurale dans cette région de la Bourgogne. Et par la suite, il va poursuivre effectivement son chemin de chercheur, car il le disait dans ce livre de souvenirs, L'histoire continue, la recherche a toujours été pour lui une espèce de agréable addiction intellectuelle. Il va effectivement s'intéresser, dans un premier temps, toujours aux questions économiques et sociales, et il va publier une vie des campagnes, une vie économique et sociale des campagnes, publiée chez Aubier en deux volumes. Aujourd'hui, il est sans doute contesté dans une partie de ses conclusions parce que, l'histoire n'est pas une science immobile, elle avance et quelques problématiques ou quelques conclusions liées à l'histoire économique de Georges Duby ont sans doute été remis en cause. Mais le livre reste tout de même un classique.
Il s'est ensuite intéressé, et cela a quelque peu surpris son monde, à un événement. Lui, l'homme des structures économiques et sociales, est contacté en 1968 pour éditer un livre sur le dimanche de Bouvines, sur la bataille de Bouvines en 1214. Étonnant parce que on pourrait penser que c'est un événement, que c'est de l'histoire purement militaire qui va être au cœur du livre. En fait, cet ouvrage de Duby, publié en 1973, va au-delà des aspects militaires. Mais il s'intéresse à la composition des textes et des documents, des chroniques qui nous permettent de connaître la bataille, en particulier la chronique en prose de Guillaume le Breton. Il s'intéresse aussi aux mentalités de ces guerriers du début du XIIIe siècle, où finalement on pense plus à essayer de faire prisonnier l'adversaire que de le massacrer tout simplement, parce que être prisonnier, c'est valoir une rançon. Il s'intéresse aussi aux mentalités parce que les adversaires de Philippe Auguste déclenchent la bataille un dimanche. C'est un sacrilège. On ne se bat pas le jour du Seigneur. Enfin, théoriquement. Et d'ailleurs, la justice de Dieu intervient puisqu'ils perdent la bataille. Donc c'est aussi un livre sur la question des mentalités du Moyen-Âge. Et poursuivant sa réflexion sur cette société médiévale, il a également publié un très grand livre sur les trois structures qui font la féodalité et la société médiévale, le système de tripartition de la société autour du clergé, de la noblesse et, comme il dit lui-même, du reste de la population. Je vous propose d'écouter un extrait d'une émission où il avait été invité par Bernard Pivot. L'émission était apostrophe, beaucoup d'entre vous s'en souviennent sans doute, et où Bernard Pivot l'interrogeait justement sur son livre, sur la tripartition sociale, et écoutons-le pendant une trentaine de secondes où il va nous donner un peu le cœur de sa recherche. Le personnage principal, c'est une idée, c'est une image, c'est une représentation de la société. La manière dont les gens se situent et considèrent que le corps qu'ils forment a une certaine forme. Et effectivement, c'est le thème des trois ordres de la société, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, le clergé, la noblesse et puis le reste, dont j'ai voulu voir, cette image, j'ai voulu la voir naître, apparaître. Au-delà de cette structure sociale, les mentalités vont aussi être l'objet des études de Georges Duby. Je voudrais vous signaler deux livres. Le premier livre s'appelle « Le chevalier, la femme et le prêtre ». C'est une histoire du mariage à l'époque médiévale. Et Georges Duby montre bien que jusque à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, l'ambition de l'Église de sacraliser le mariage se heurte à de très nombreuses résistances. Parce que il montre combien la société aristocratique, nobiliaire, féodale de l'époque ne voit pas dans le mariage un sacrement où on serait obligé de rester fidèle, qui serait indissoluble. Non, le mariage, et cela depuis le haut Moyen-Âge, c'est en fait un lien social entre un homme et une femme, mais qui peut être dissous si on trouve meilleure partie, si éventuellement, pour arrondir un fief ou pour les intérêts supérieurs du royaume, eh bien, on peut répudier l'épouse. Or, ça a été une longue lutte que l'Église a menée et qu'elle remporte véritablement dans le cours du XIIIe siècle. Il est vrai que l'excommunication de Philippe Auguste en 1193, après qu'il ait répudié le lendemain de son mariage, Ingeburg de Danemark avait fait scandale dans les milieux cléricaux. Il y a un autre livre passionnant également qui nous décrit justement la mentalité médiévale, c'est le livre Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde. C'est un livre qui nous montre en particulier la mentalité autour de la mort. Au début de son ouvrage, il y a la longue description de la mort de Guillaume le Maréchal, connétable d'Angleterre, qui décède en 1217.
Et Georges Duby lui-même explique que il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né, mais il est vieux, il est fatigué, il s'est tellement battu pour son roi. Et finalement, sa mort se fait entourer des siens, il distribue ses biens aux pauvres, à des ordres monastiques, et il meurt avec la robe des bénédictins. Autre élément de la carrière de Duby, c'est l'art. Il faut lire et relire Le Temps des cathédrales, L'art et la société, 980-1420, où, en couvrant 5 siècles d'histoire médiévale, le grand historien nous met en relation entre la pensée, la spiritualité, les attentes du peuple chrétien et l'art. Et puis, à la fin de sa carrière, il s'est intéressé également aux femmes. Il a dit lui-même que pendant très longtemps, il avait ignoré une partie de l'humanité, la moitié de l'humanité. Et je voudrais, pour terminer, vous lire un extrait de ce livre que vous trouvez en livre de poche, Dames du XIIe siècle, où il s'est intéressé à des grandes, comme à Léonore d'Aquitaine, à des personnages des écritures comme Marie-Madeleine, ou alors des grandes inconnues, Juette, une jeune fille de 13 ans qui a été mariée par son père et dont on connaît le destin par les actes notariaux. Voilà la conclusion. Enfin, j'en connais davantage sur les hommes, leurs contemporains, sur le regard qu'ils portaient sur elles. Ève les attirait, Ève les effrayait. Ils s'écartaient prudemment des femmes ou bien les rudoyaient, se gaussaient d'elles, retranchés dans la certitude têtue de leur supériorité naturelle. Ce sont eux, finalement, qui les ont manqués. Vous avez compris, il faut lire et relire les livres de Georges Duby.